Je connais des gens qui prennent la vie en horreur sous l'étrange prétexte que le monde leur déplaît, comme si le monde et la vie étaient sortis jumeaux du même ventre. Le monde n'est que le lieu où la vie s'aventure. Il est rarement accueillant, il est même parfois abominable. Mais la vie, l'enfant qui apprend à marcher, c'est elle qui le tient debout. La femme qui apprend les gestes de l'amour, c'est elle qui l'inspire. Et le vieillard, qui flaire devant lui les brumes de l'inconnaissable, affamé d'apprendre encore, c'est elle qui tient ses yeux ouverts. Elle est dans la force de nos muscles, dans nos élans du cœur, nos poussées de sève, notre désir d'être et de créer sans souci de l'impossible. Impossible est impossible, voilà ce que dit la vie. Avez-vous déjà vu une touffe d'herbe verte s'étonner de sortir d'une fente dans le bitume? Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? OK. Et ben, d'abord, merci beaucoup à tous d'être venus. Enfin, les étudiants, vous étiez obligés de toute façon. Vous n'avez pas de mérite. Pour les autres, on est vraiment ravis de vous accueillir et donc de vous parler ce soir de biomimétisme et de bio-inspiration appliquée à la ville et à l'habitat. Donc, on va être un petit peu en binôme avec Julien Vey Salut, pour une question de c'est logistique. encore moi. Voilà. Notre intervenant, Eduardo Blanco, est enfermé à Paris. Il nous a envoyé quand même une bonne participation sur le programme qu'il avait prévu pour vous, donc vous allez le voir en vidéo. Et nous avons brodé autour des jolies choses pour essayer de vous initier gentiment, paisiblement au biomimétisme. En effet, celui-ci est orienté sur la ville, comme suite finalement de l'événement de vendredi autour de la ville participative. Mais sachez que le biomimétisme n'a pas vraiment d'objet de média, de design. Il peut être appliqué à tout et n'importe quoi, à des choses matérielles, à des choses immatérielles. On va commencer tout de suite. On y va. C'est parti. Allez. Donc pour commencer déjà, il faut un petit peu se mettre d'accord sur ce qu'on entend derrière le terme biomimétisme. Le biomimétisme, on entend biomimétisme, bio-inspiration, il y a différentes variations possibles et différentes interprétations possibles. Donc c'est pourquoi le biomimétisme a été refondu et normalisé derrière une définition un petit peu plus précise. Donc nous, à l'Institut, on a adopté une posture qui consiste à dire que le biomimétisme est une approche stratégique d'innovation responsable, intrinsèquement pluridisciplinaire, qui consiste à s'inspirer du vivant et à tirer parti des solutions et stratégies qui en sont issues. Étymologiquement, biomimétisme, ça vient du grec bio et mimésis. Donc bio, le vivant, mimésis, imiter. Donc on pourrait se dire que littéralement, imiter le vivant pour aller chercher donc des stratégies qui fonctionnent et s'en inspirer dans la technosphère humaine. Mais il y a une dimension un petit peu plus vaste à tout ça. Et donc, on se propose ce soir de vous en parler à travers la présentation. Pour commencer, on vous lance une petite vidéo pour vous mettre un petit peu en jambes et dans le grand bain avec les experts du biomimétisme que sont les intervenants du CBIOS et qui vont vous donner quelques exemples emblématiques pour brosser un petit peu la périphérie de ce qu'est cette discipline. Lorsque nous regardons des paysages naturels, lorsque nous contemplons la beauté de toutes sortes d'organismes vivants, nous ne devinons pas les avancées technologiques que ces organismes ont développées, ni leur fonctionnement en écosystème parfaitement équilibré. La démarche qui étudie le monde vivant pour mieux s'en inspirer s'appelle le biomimétisme. Dans quel but l'homme cherche-t-il à comprendre la nature aujourd'hui et pourquoi s'inspirer du vivant ? Le vivant va regrouper l'ensemble des espèces qui vivent à la surface de la planète. Et donc ça va des bactéries jusqu'à l'être humain, à l'espèce Homo sapiens. Les espèces qu'on observe aujourd'hui, elles sont le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Et ces 4 milliards d'années d'évolution, il faut prendre conscience que c'est des essais et des erreurs qui vont être sélectionnés ou non par le processus de sélection naturelle. Et en ce sens, le fait d'avoir eu 4 milliards d'années de recherche et développement font de la biologie, du vivant, un réservoir d'innovation potentielle. Pourquoi on s'inspire du vivant aujourd'hui ?
Il y a actuellement une conjonction de plusieurs crises, et j'apprendrai rien à personne en citant la crise du climat, mais également la crise de la biodiversité. Et je rajouterai aussi une certaine crise sociale liée à la répartition des richesses. La conjonction de ces trois crises-là interroge nos modes de production et de consommation, et ce qui étaient peut-être les solutions du XXe siècle sont devenus les problèmes du XXIe. Ce qui est intéressant, c'est que la nature et le vivant apportent des réponses à tous les grands défis de société d'aujourd'hui. Par exemple, le vivant a misé sur les énergies renouvelables depuis le début, et en particulier l'énergie solaire. Il y a des tas de choses effectivement qu'on ne fait pas et que le vivant fait depuis très très longtemps. Utiliser ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. L'économie du vivant n'est pas basée sur la rareté, parce que c'est un cul-de-sac annoncé, mais sur l'abondance. Un autre principe, c'est fabriquer à pression et à température ambiante. Le vivant excelle dans l'élaboration de matériaux qui sont des matériaux complexes, multifonctionnels, et ces propriétés de matériaux, elles vont depuis l'hydrophobie jusqu'à des propriétés optiques remarquables, de la légèreté dans leur structure, de la résistance mécanique. Par exemple, il y a des déchets dans le vivant, mais c'est toujours une ressource pour d'autres organismes. La feuille, qui est un magnifique panneau solaire fabriqué à température et pression ambiante avec des éléments abondants, une fois qu'elle se fane, elle devient ressource qui va créer de l'humus, et donc on n'est pas dans une économie linéaire, on est dans une économie circulaire où le déchet devient une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est grâce aux progrès récents de la science que nous pouvons explorer la richesse du vivant et en découvrir les prouesses. La transposition de ces connaissances à nos sociétés humaines pourra-t-elle les transformer de façon durable et nous inciter à mieux préserver la biodiversité ? Imaginons par exemple qu'un concepteur se pose la question de substituer et de trouver un nouvel adhésif. La juste façon de se poser la question lorsqu'on veut faire du biomimétisme, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'il y a comme colle dans le vivant. Ça va être de se dire quelles sont les différentes stratégies d'assemblage dans le vivant. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra tomber sur d'autres stratégies que de la colle. On pourra retomber par exemple sur la façon dont un gecko peut s'accrocher sur une vitre et qui n'est pas dépendant d'une colle. C'est un système physico-chimique complètement différent. On peut citer l'entreprise Tissium qui travaille sur l'imitation de la composition de la salive des vers tubicoles qui sont en capacité de coller des petits grains de sable entre eux grâce à leur salive. Et la compréhension des mécanismes chimiques à l'intérieur de cette salive a permis de développer des colles chirurgicales innovantes. Le vivant également peut nous servir pour pouvoir concevoir, par exemple, des nouvelles villes durables qui s'inspirent de la façon dont les organismes vont échanger matière, énergie et information. Le biomimétisme, c'est forcément une approche multidisciplinaire. C'est forcément un dialogue entre la biologie au sens très large et d'autres disciplines. Aussi bien le management, la science des matériaux, la science de l'ingénierie, l'architecture. On a besoin de philosophes, on a besoin d'artistes, on a besoin de plusieurs sensibilités. Ce biomimétisme, il offre une opportunité de repenser nos systèmes de conception, de repenser le cahier des charges des différents produits et services que nous allons développer, de façon à les rendre compatibles avec la biosphère, et donc de façon à les rendre durables. On est vraiment dans une biodiversité qui nous est indispensable. On dépend d'elle, nous, espèces humaines. On dépend d'elle par des tas de façons que les scientifiques décrivent comme les services écosystémiques. Ce qu'on prélève dans la nature pour notre alimentation, nos fibres, nos médicaments, ce qui nous permet de réguler les choses, comme par exemple le climat, les forêts qui poussent, qui fixent du carbone. Donc il y a un lien énorme entre enjeux du biomimétisme et innovation, et faire en sorte qu'on ne détruise pas ce tissu du vivant dont nous sommes un motif. Le biomimétisme propose des réponses concrètes aux enjeux à la fois du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité. Apprendre de la nature et se réconcilier avec elle est une promesse pleine d'espoir pour une humanité consciente des changements dans lesquels elle doit s'engager. Le vivant, donc, ça va de l'échelle microscopique, voire macroscopique, jusqu'à l'échelle vraiment la plus grande, qui est celle de l'écosystème et du système Terre par extension. Donc, on va se donner pour mission dans la présentation de revenir un petit peu sur ces différentes strates pour essayer de décanter avec vous et d'expliciter justement tous les tenants et les aboutissants de ces différentes notions. Donc,
On a parlé tout à l'heure du terme biomimétisme. Donc effectivement, il y a une question sémantique autour de ce terme. Et comme c'est une discipline émergente aussi, qui est relativement récente, on est toujours en train de réfléchir à la terminologie. Et tout ça évolue au fur et à mesure justement des discussions et des évolutions de réflexion autour de ce principe-là. Donc ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le biomimétisme, c'est de l'innovation, en tout cas une source d'innovation, qui nous appelle à plus de responsabilités sociétales et responsabilités environnementales, bien sûr, en s'inspirant des écosystèmes, et qui nous permet donc de générer des processus de création d'idées et de déploiement d'innovation à partir de cette base-là. Et donc tout ça, ça nous permet d'aboutir sur des nouveaux produits, des nouveaux services, modèles d'organisation soutenables et durables, et également réconcilier les activités même industrielles et le développement économique du territoire. Donc ça rejoint bien ce que je vous disais précédemment, cette imbrication de différentes échelles qui nous permet de travailler en bio-inspiration ou en biomimétisme pur, vraiment avec ces principes-là dans différents domaines. Alors, pour faire un petit focus justement sur les notions qui sont périphériques au biomimétisme, vous voyez qu'en fait, on a au centre la biomimétique. La biomimétique, vraiment précisément, c'est typiquement un domaine vraiment très scientifique qui appelle justement à la connaissance biologique de manière à aller chercher dans le vivant les process qui fonctionnent et les transposer à la sphère technologique pour résoudre des problématiques bien données, bien précises, des problématiques qui sont liées à des fonctions voulues. On parlait tout à l'heure de comment adhérer, comment réparer, comment... Voilà. Ces fonctions-là, si on va chercher littéralement du vivant à la technologie, on va être dans la biomimétique. Vous voyez que si on décale à gauche, on va passer vers la bionique et la robotique. On va donc aller sur des domaines plus scientifiques, plus technologiques. La bionique qui est donc un processus qui a pour but de remplacer les fonctions biologiques par de l'électronique ou du mécanique, et donc qui tend vers la robotique. Et de l'autre côté, et c'est cette sphère-là qui nous intéresse un petit peu plus, on a le biomimétisme, et qui a un pied dans l'éco-conception. Donc le biomimétisme, on peut le définir comme une coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie ou d'autres domaines d'innovation pour résoudre des problèmes pratiques par le biais de l'analyse fonctionnelle des systèmes biologiques. Donc on a ici une notion qui nous permet d'aller chercher dans le vivant, bien sûr, donc à différentes échelles, mais également de s'occuper vraiment de tout ce qui est externalité aussi bien positive que négative dans le système technique que l'on va mettre en place. Et c'est pour ça que l'éco-conception est importante et qu'on a un pied dedans. Si on fait un focus sur l'éco-conception justement juste après, voilà, pour ceux qui n'auraient pas été familiarisés avec le principe, l'éco-conception par définition c'est la question d'aller s'occuper du cycle de vie de ce que l'on conçoit. Donc cycle de vie d'un produit, d'un service, qui va de sa phase de conception jusqu'à sa fin de vie. L'idée est donc de se focaliser sur les différents impacts qui sont liés aux différentes étapes de ce cycle de vie, de manière à éviter ce qu'on appelle les transferts d'impact. Si on imagine concevoir un produit pour répondre à une fonctionnalité et donc améliorer par exemple la version précédente en se disant je vais modifier tel ou tel matériau parce qu'il a un impact environnemental ou énergétique beaucoup trop important, dans ces cas-là, il faut veiller, en changeant ce matériau-là, que le nouveau matériau qu'on va utiliser n'impacte pas de manière équivalente, voire supérieure, les autres phases du cycle de vie du produit fini. Alors, historiquement, le biomimétisme, c'est pas nouveau. Notre ami Julien nous avait gentiment piqué la slide dans sa conférence, et c'est très bien, parce que du coup, c'est une introduction. Effectivement, le biomimétisme s'inspirait du vivant, ou en tout cas observer le vivant, c'est vieux comme le monde et comme l'humanité. On a donc ces exemples qui sont bien connus de Vinci ou de Adair. Et donc, prenez vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur, disait Léonard de Vinci. Je vais rajouter quelque chose d'un peu antérieur. Je pense qu'on a souvent l'idée que l'être humain a inventé la roue. C'est quelque chose qu'on se dit. L'être humain, il est trop fort, l'être humain, c'est super. Il a inventé la roue, il a fait des voitures avec. Probablement que l'être humain a inventé la roue en voyant un bousier pousser une motte de terre comme ça qui roulait. Et il s'est dit, mais j'ai une idée, génial. Donc en fait, peut-être que le biomimétisme, c'est la démarche humaine la plus vieille du monde. Ça l'est sans doute d'ailleurs.
Donc bien avant Léonard de Vinci, en fait, c'est là que je voulais en venir. Parce que pareil, on va se dire Léonard de Vinci, mais quel génie, c'est incroyable. C'est vrai qu'il est bon, mais bon, il n'a pas inventé la nature. Voilà, en parallèle, si effectivement on va du côté des peuples premiers, on sait que la pharmacopée des peuples premiers est directement liée à la forêt tropicale. Par exemple, si on prend les peuples amérindiens, typiquement les espèces de singes ou de n'importe quel animal qui vit en forêt tropicale va directement chercher ses propres substances aussi thérapeutiques, et on est vraiment dans une filiation directe et parallèle. Alors, à notre époque, vraiment, celle qui a contribué à vraiment formaliser le domaine du biomimétisme et à le rendre compréhensible et appropriable, c'est Janine Benyus, qui est donc une biologiste américaine et qui, dans les années 90, a fait un énorme travail de collecte et de synthèse, justement, pour essayer d'agglomérer tout ce que faisaient un tas de chercheurs dans leur laboratoire de manière assez informelle, tout domaine confondu, bien sûr, et qui a formalisé, justement, un petit peu ce qui régit aujourd'hui les principes du biomimétisme et ce avec quoi on travaille pour, justement, s'imprégner de cette méthodologie-là et ensuite pouvoir s'en servir. Donc elle nous dit le service recherche et développement de la nature a 3,8 milliards d'années d'avance sur ceux de nos entreprises. Et effectivement, la R&D a commencé dès la première cellule apparue sur Terre. Donc pour information, si vous voulez vraiment vous imprégner et vous immerger dans le domaine, son livre qui est très très bien fait, qui s'appelle « Quand la nature inspire les innovations durables », qui date de 97, et donc vraiment une valeur sûre. Et elle pose les jalons de manière assez claire, qui permettent justement d'accompagner le processus de réflexion. Elle nous dit utiliser la nature comme modèle, la nature comme mesure et la nature comme mentor. Alors la nature comme modèle, ça peut être effectivement de l'ordre artistique, poétique, tout simplement parce que la nature est belle aussi et elle nous inspire. Elle nous inspire de belles choses, de belles énergies et de beaux élans. La nature comme mesure, donc c'est un principe plutôt éthique qui donc consiste à observer ce que la nature met comme limite dans ses systèmes. Si on prend l'exemple d'un écosystème, tout est autorégulé. Il y a des systèmes justement imbriqués qui permettent que la quantité, par exemple, de proies limite le nombre de prédateurs. Et donc, de ce fait, il y a un système qu'on appelle d'autorégulation qui se fait et qui est implicite et interne à chacun des systèmes. Donc, cette nature comme mesure, elle peut être justement un étalon et une jauge pour nos principes à nous. Et ensuite, la nature comme mentor, donc au niveau épistémologique, envisager la nature comme source de sagesse et de connaissances fondée sur la liberté de l'essai-erreur. Effectivement, apprendre du fonctionnement de la nature nous permet aussi, nous, de nous libérer d'un certain nombre de choses et de se dire que l'évolution a fonctionné justement avec X tentatives de X espèces pour répondre à tel type de fonction dans un contexte donné. Et il y a toujours beaucoup de stratégies différentes qui sont tentées, pour quelques-unes qui sont payantes et qui sont fonctionnelles et pérennes dans le temps. Et donc, c'est celles-ci qui restent utilisées, en fait, voilà, qui survivent tout simplement. Donc, l'idée, c'est aussi justement de se permettre cet essai-erreur pour accéder aux bonnes solutions. Il y a un truc que Janine dit que je trouve je l'appelle Janine parce qu'on l'aime bien. Elle présente la chose comme ça. Elle dit est-ce que vous imaginez individuellement organiser le printemps, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a la nature entière qui dort et tout d'un coup il y a tous les organismes qui se réveillent à peu près en même temps ou les uns à la suite des autres selon le processus et sans s'envoyer des mails avec des to-do list ou les trucs pour les rendez-vous où chacun dit quand il est dispo, vous voyez, ce genre de trucs. Quand on voit la complexité qu'on a, nous, à organiser un conseil de classe, pendant ce temps, il y a la nature sans moyen de communication homogène, avec des langages différents entre les espèces, des espèces sans langage, enfin, sans langage, on va dire, qui arrivent à s'organiser pour faire éclore, polliniser, nourrir, protéger, réguler. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et en fait, quand on arrive à percevoir vraiment ça, on se dit qu'il y a forcément des choses. Il y a forcément des choses qui pourront nous aider à organiser nos propres réunions. Alors, éthique et philosophie, on en parlait tout à l'heure, effectivement.
on a cette partie fonctionnelle, vraiment cette approche purement fonctionnelle, technique et technologique qui peut effectivement faire partie intégrante du biomimétisme, et c'en est une part, mais pas que. L'intérêt aussi de cette posture, quand on commence à pratiquer le biomimétisme, c'est que ça nous oblige un petit peu à revoir notre posture et ce qu'on va appeler notre être au monde, dans la mesure où quand on regarde l'arbre du vivant que vous avez ici, chronologiquement entre l'apparition de la première cellule qu'on a ici, le déploiement de tout le spectre du vivant, toute espèce confondue dans le temps, nous, humains, on arrive ici. Donc vous voyez qu'on est vraiment les derniers à être arrivés quasiment. Voilà, donc déjà rien que de se rendre compte de ça, ça permet aussi de se dire, ok, on a une place importante, on prend beaucoup de place sur Terre, et on a plein de choses à faire, et plein de belles choses à faire, certes, mais on n'est pas tout seul, et on a aussi une responsabilité par rapport à tout le reste du vivant qui nous entoure. Il y a une deuxième information qui est contenue dans cette visualisation de données, qui est intéressante, c'est que sur la circonférence, ici, tous les organismes ont le même temps d'évolution. On n'est pas l'espèce la plus évoluée. On a tous 3,8 milliards d'années d'évolution, que ce soit les champignons qui sont là, les requins ici, ou les humains, c'est exactement le même temps d'évolution et les mêmes performances, si vous voulez, adaptées à des milieux différents. Donc ça invite aussi à redescendre un petit peu. Donc, si on décante un petit peu tout ça, à partir du moment où on a acté le fait que le biomimétisme, c'était une partie d'observation qui nous permettent d'aller vers la technique et une partie aussi d'observation qui nous permettent d'aller vers la philosophie, on va avoir donc la première étape qui est celle de changer de posture. Changer de posture pour prendre conscience de notre communauté de destin avec notre lien étroit au vivant. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va être la première espèce à avoir le plus court temps d'existence dans le règne du vivant? Deuxième postulat, c'est aussi changer de discours et changer de récit, parce qu'effectivement, le fait de dire les choses, de les présenter de telle ou telle façon, conditionne aussi notre rapport au monde. Et donc, intégrer le vivant dans nos sphères vraiment humaines permet aussi bien notre équilibre psychologique que notre projection dans le futur de manière beaucoup plus pérenne. Donc troisième point qu'on peut aborder, c'est justement donc changer de prisme et changer de regard, forcément, qui nous permet justement de s'inspirer des écosystèmes avec une double intention vertueuse, celle de les protéger, celle de s'y intégrer vraiment et d'en prendre pleinement conscience, et ensuite justement pouvoir se déployer dans le reste du futur d'une manière complètement bio-intégrée, on va dire, ou bio-compatible. Et enfin, ça nous oblige à cette responsabilité, à cette exigence de bien faire, ou en tout cas de mieux faire, par rapport à tout ce qu'on a engagé jusqu'à maintenant. Et un des points vraiment importants, c'est de rendre visible ce qui ne l'est pas. Parce que, effectivement, quand on regarde le fait de changer de discours, de changer de posture, de changer de prisme et de regard, c'est vraiment aussi, effectivement, cette notion d'invisibilité qui fait que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Or, je vous en parlais tout à l'heure en introduction, les différentes échelles emboîtées vont de la première bactérie la plus petite, invisible à l'œil nu, en passant par les acariens et en allant jusqu'effectivement au plus gros des mammifères terrestres. Mais tout ce spectre-là que nous ne percevons pas, que nous ne voyons pas ou que nous ne sentons pas, est vraiment une part énorme de la biosphère et beaucoup plus qu'on ne le croit. Quand on pense que dans un corps humain, en quantité, il y a plus de bactéries et d'éléments exogènes que de cellules humaines, ça remet un petit peu les choses à leur place. Ce diagramme-là, il est très intéressant. Il est issu justement d'un travail de Kate Rushworth, voilà, je vais le dire en anglais, qui a, elle, qui a essayé de modéliser ce qu'elle appelle la théorie du donut, puisque justement, ça ressemble à un donut. Et pour nous montrer qu'en fait, l'espace juste et sûr pour l'humain, et donc qui passe par son développement économique inclusif et durable, bien entendu, est forcément inclus entre le plancher social, donc qui nous permet à nous, société, de fonctionner correctement et de manière équitable le plus possible, en tout cas, et le plus équilibré possible, et de s'inscrire évidemment en dessous du seuil plancher et du seuil tolérable par les écosystèmes et le système Terre,
avec donc le plafond environnemental qui inclut évidemment les changements climatiques, l'utilisation de l'eau douce, les pollutions chimiques, on en parlait à l'instant, les charges atmosphériques et aérosols, l'appauvrissement de l'ozone, et tout ce qui est changement d'occupation du sol qui nous permet justement de se positionner de manière la plus juste possible dans le contexte global dans lequel on s'inscrit. Ce serait assez intéressant de graduer d'ailleurs, d'avoir une graduation ici pour mesurer sur chaque critère. Par exemple, Pipo, est-ce que en termes de santé ça va peut-être que tu exagères un petit peu sur le changement climatique, mais tes revenus, tu es presque à zéro, donc mais en fait l'idée c'est que en effet tu es de l'eau, tu as des revenus, mais pas trop non plus. Tu vois, et on pourrait mesurer justement la situation des entreprises. Je sais qu'on a des personnes ici qui évaluent les entreprises. Voilà. Donc ça peut être un critère sur différentes choses, la consommation d'eau, l'argent généré, l'argent utilisé, etc., etc. Sachant que l'endroit juste et sûr pour l'humanité et pas au maximum des critères. Et surtout pas au minimum non plus. Enfin, surtout pas au minimum non plus en tout cas. Et donc justement, puisqu'on parlait de positionnement socio-écosystémique, puisqu'en fait on peut résumer le graphique qu'on vient de voir précédemment derrière ce terme-là, c'est-à-dire on s'occupe de la sphère sociale, de la sphère environnementale et de la sphère économique. Donc tout ça, c'est un écosystème dans lequel il faut composer et qu'il faut réussir à équilibrer au mieux. Alors le biomimétisme, là en fait, il y a un rapport qui est sorti cet été, donc qui est tout frais, et qui a vraiment bien mis en exergue le fait que les objectifs du développement durable, donc, qui sont au nombre de 17 et qui sont portés donc, depuis plusieurs années maintenant comme étant vraiment les objectifs optimum à atteindre, et en tout cas les conditions dans lesquelles il faut qu'on réfléchisse quand en tant que concepteur ou en tant qu'entrepreneur, par exemple, à chaque fois qu'on a une action ou qu'on engage quelque chose, ces critères-là sont importants. Et en fait, il a été déterminé que le biomimétisme pouvait possiblement répondre à 10 des 17 objectifs du développement durable. Donc en fait, le biomimétisme est un levier vraiment d'action au-delà de l'innovation technologique. On est sur un levier d'action qui nous permet justement de toucher à l'amélioration et à l'implémentation de processus ou de techniques ou de systèmes dans ces 10 catégories-là. Donc ce qui est quand même pas négligeable du tout. Donc pour faire une petite synthèse rapide, le biomimétisme, avec ce qu'on vient d'évoquer ensemble, on peut dire que c'est une philosophie et un ensemble d'approches conceptuelles interdisciplinaires, bien sûr. Pourquoi interdisciplinaire? Parce qu'on ne fait pas du biomimétisme tout seul dans son coin. Si on est designer, on a besoin d'un ingénieur, on a besoin d'un ou de plusieurs ingénieurs en fonction des domaines auxquels on touche. On va avoir besoin de biologistes, évidemment, ou d'écologues qui vont être vraiment spécialisés dans les différents domaines d'inspiration du vivant et qui vont permettre de donner les informations nécessaires vraiment à la compréhension du système pour pouvoir correctement le transposer. Donc en prenant pour modèle la nature, évidemment, pour relever les défis du développement durable dont on vient de parler. Alors, les notions de base, ce sont les principes du vivant. Donc ça, c'est vraiment des principes qui sont intéressants. Et c'est justement Janine Binus, dont on a parlé précédemment, qui a contribué à les reformaliser de manière plus précise. On va les voir juste après. Et ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que pour catégoriser de manière plus générique les principaux domaines dans lesquels le biomimétisme vraiment se déploie pleinement, on a évidemment la première étape qui est le biomimétisme de forme et de structure. Donc là, on vous a mis des alvéoles d'abeilles. Ce sont les premiers ingénieurs qui sont extrêmement efficaces. Effectivement, le biomimétisme peut servir à alléger les structures, donc en s'inspirant des formes de X constructions naturelles. On peut aussi évidemment aller chercher l'inspiration dans les processus et donc dans les propriétés et les procédés de fabrication. Quand je dis fabrication, c'est un terme un peu technique, mais la soie d'araignée, par exemple, est extrêmement complexe pour avoir toutes les qualités de résistance nécessaires à la structure que l'araignée va tendre. On n'arrive pas à la faire, d'ailleurs, la soie d'araignée. On y arrive un peu ? On y arrive presque, mais pas tout à fait encore. Presque. Ouais. Et le biomimétisme d'organisation ou écosystémique, qui est donc celui qui est le plus complexe, évidemment, parce qu'on là, on touche à vraiment à la globalité du système. C'est celle qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir dans l'appréhension de ce qu'on peut avoir en biomimétisme appliqué à la ville. Donc, pour synthétiser là encore de manière plus visuelle, on va avoir
des champs d'application divers, les matériaux, la chimie verte, les informations bien sûr, la circulation d'informations, parce que le vivant fonctionne sur un principe qui est vraiment extrêmement important et fondamental, c'est la circulation des flux, donc flux d'informations, flux d'énergie, flux de matière. Et à partir de là, effectivement, si on s'imprègne et on s'inspire de ce que fait le vivant, à chaque fois, ils ont des stratégies optimisées pour consommer le moins d'énergie possible, pour être le plus efficient possible, c'est-à-dire le plus efficace avec le moins d'énergie dépensée, et le moins énergivore, donc je viens de le dire. Donc on se retrouve vraiment le plus frugal, voilà. Donc la consommation d'eau, la consommation d'énergie et les flux d'informations sont vraiment des champs d'application qui sont régis par le vivant. Et on a au niveau des systèmes juste, voilà, ce qui va être transposable vraiment dans nos systèmes humains, c'est ce qu'on va avoir comme système au niveau de l'économie circulaire, l'agroécologie au niveau de l'agriculture plus soutenable, et les villes régénératives vers lesquelles on tend le plus possible maintenant dans nos recherches. Alors, l'organisation du vivant, voilà, ça, ce sont des principes vraiment hyper importants que nous, on a aussi en tant qu'être vivant. Ils sont capables de s'auto-construire. Par définition, un fœtus humain s'auto-construit aussi. Hein. Ils sont capables de s'auto-répliquer, donc nous aussi, et en transmettant les informations nécessaires à la croissance et à la reproduction de leurs descendants. Donc typiquement, on est tout à fait intégré au vivant. Et ils sont capables de se procurer de la matière et de l'énergie nécessaires à leur fonctionnement et à leur reproduction. Donc ça, c'est vraiment des principes biologiques qui définissent ce qu'est le vivant. Et vous voyez bien qu'on en fait absolument partie. Pour vous donner un spectre un petit peu plus large, je parlais d'emboîtement justement de niveau. Au niveau donc de la biodiversité, ce qu'on va appeler la biodiversité d'une manière générale, c'est l'ensemble de tout ça. C'est-à-dire que ça va des gènes jusqu'à la biosphère, en passant par les cellules, les organes, les organismes, les espèces, les populations, les communautés, les écosystèmes et les biomes. Et vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est imbriqué, intimement lié, intimement interdépendant. Et ça, l'interdépendance, c'est vraiment une notion extrêmement centrale à avoir et à intégrer, parce que justement, on fait partie d'un système. Et travailler avec le vivant ou travailler avec la bio-inspiration, c'est vraiment s'ancrer dans ces racines-là. Donc les principes du vivant dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est ceux qui ont été vraiment définis par les biologistes. Donc ceux-là, ils datent des années 50. Ce sont des principes qui régissent le vivant, qui nous permettent, à chaque réflexion qu'on va avoir justement en phase de conception, quand on est sur un projet de biomimétisme ou de conception biomimétique, ça nous permet d'avoir justement cette notion de jalon, cette notion de mentor et cette notion de limitation justement que le vivant peut avoir de manière assez spontanée. Là donc du coup, c'est la transposition un petit peu de ces principes-là de manière beaucoup plus synthétique. Ça, on est sur justement la roue qui a été développée par Biomimicry 3.8. Donc on est justement dans la filiation directe de Janine Bénus. Je vais le passer en liste. Et voilà. Donc en liste, c'est plus facile. Donc vous voyez de manière plus générique, en gros, le vivant est régi par les principes suivants. Évoluer pour survivre. Il utilise efficacement les ressources. Il s'adapte aux conditions changeantes. Il intègre le développement et la croissance. Il est ajusté et réactif aux conditions locales. Et il utilise une chimie respectueuse du vivant. Julien vous parlait du C8 tout à l'heure. Le vivant, d'une manière générale, par exemple, même s'il crée les poisons les plus violents et les plus efficaces au monde, ils seront tous bioassimilables, tous biodégradables. Nous, depuis qu'on a commencé la pétrochimie à l'échelle humaine, donc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est autour de 50 000 molécules de synthèse mises sur le marché et qui ne sont pas, évidemment, biodégradables. Le vivant travaille avec combien d'atomes ? C'est les CHOMPS, donc il y en a 5 principaux, le carbone, hydrogène, azote, phosphore, et il y en a un qui m'échappe. Voilà. Très bien. Et l'oxygène, bien sûr. Et l'oxygène. Voilà. Et donc, ils font mieux que nous, le vivant, avec 5 molécules, alors qu'on en a... Ils font tout ce que nous, on ne sait pas faire, avec 5 molécules disponibles et biodégradables. Très bien.
Donc, si on veut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à la thématique qui nous intéresse ce soir, après avoir fait un tour d'horizon de ce qu'est le biomimétisme, en tout cas les contours un petit peu de cette pratique-là, que chacun va avoir à s'approprier, on peut synthétiser, on va dire, avec deux grandes lignes directrices. On va pouvoir avoir une approche fonctionnelle, donc je vous disais plutôt technique dans ces cas-là, si on part sur une fonction, comment est-ce que je colle, comment est-ce que j'adhère, comment est-ce que je m'auto-répare, par exemple, si on doit travailler sur un béton. Je sais qu'il y a un ingénieur là qui a mis au point un béton qui s'auto-répare. Donc, si on parle du bâtiment, là, j'avance un petit peu sur le thème. La problématique du sable aujourd'hui à l'échelle mondiale est énorme. On est en pénurie de sable pour la construction, à tel point qu'on va chercher du sable en haute mer pour justement continuer à faire fonctionner le bâtiment, l'industrie du bâtiment à l'échelle mondiale. Sachant que les stocks de sable qui sont disponibles dans les déserts ne sont pas utilisables pour le bâtiment parce que la granulométrie ne fonctionne pas et ne tient pas, en fait, n'agglomère pas le matériau. Donc, quand on sait ça, par exemple, on a cette notion d'auto-réparation qui vient à l'esprit. Effectivement, une équipe d'ingénieurs a mis au point un béton qui est donc imprégné de petites granules dans lesquelles sont vivantes, en fait, des bactéries. Et ces bactéries ont la particularité de produire du carbonate de calcium quand elles sont nourries, donc et humidifiées et nourries avec un certain nombre de substances dont elles ont besoin pour vivre. Et ce qui fait qu'en fait, ce béton-là, quand il fissure, il y a une solution à passer avec une projection justement d'un liquide qui est donc cette solution aqueuse avec la nourriture nécessaire à la prolifération des bactéries. Et en fait, elles permettent de colmater l'ensemble des fissures à l'endroit où elles apparaissent. Donc là, on est sur des stratégies justement fonctionnelles en réponse à une problématique fonctionnelle. Et puis la deuxième option, c'est effectivement d'avoir une approche systémique, régénérative idéalement. Et donc là, on touche au système complexe, on touche à ce qu'on appelle les écosystèmes ou les écosystèmes. Et là, typiquement, une ville, un quartier, une ville à différentes échelles va être vraiment régie par cette vision-là. Donc c'est notre intervenant de cette soirée, Eduardo, donc ingénieur de l'environnement diplômé à l'Universidad de São Paulo, au Brésil. Spécialisé dans le domaine du développement urbain durable par un master à l'École nationale des ponts et chaussées, Eduardo a créé un cabinet d'études dans le domaine et a rejoint CEBIOS, le Centre européen d'excellence biomimétique de Senlis, pour réaliser une thèse en partenariat avec le Centre d'écologie et des sciences de la conservation du Muséum national d'histoire naturelle sur les projets urbains régénératifs qui réparent, avec un focus sur les méthodologies d'analyse des services écosystémiques rendus par ces derniers. On vous laisse avec Eduardo qui nous a envoyé une petite vidéo. Coincé chez lui avec le 17 Covid. minutes. Donc, avec peut-être le Covid. Peut-être. Cas contact. Eduardo, c'est pour toi. Tu peux venir bouger, je te laisse. C'est parti. Bonjour à tous. Je suis Eduardo Blanco de l'équipe Habitat du CEBIOS. Donc les CEBIOS, c'est un réseau national pour catalyser le développement du biomimétisme et de la bio-inspiration, et notamment donc je travaille avec ces questions appliquées à la ville, à l'architecture, à l'urbanisme. Et donc aujourd'hui, je veux partager quelques idées avec vous. Donc je commence par les constats que les villes aujourd'hui, c'est les centres d'activité de notre société humaine. Donc ces villes elles vont concentrer par exemple 80% de la production économique mondiale, mais en même temps, ces villes elles concentrent la plupart des activités aujourd'hui qui sont nuisibles aux écosystèmes et à la nature, donc aux vivants. On va trouver par exemple 70% des productions de gaz à effet de serre. Et aussi, on peut rajouter que ces villes sont aussi les berceaux de plusieurs problèmes sociaux qui existent aujourd'hui dans la planète. Donc l'homme, on travaille dans une logique qui n'est pas linéaire, elle n'est pas très raccordée à ces écosystèmes. On vient parfois remplacer les vivants avec notre ingénierie, avec notre artificialisation de sol par exemple.
Et aujourd'hui, je pense que c'est déjà un constat qui, vous savez, donc on dépasse les limites de la planète. Donc on a déjà plusieurs indicateurs qui nous montrent ça, donc notamment le réchauffement climatique. On a aussi la perte de la biodiversité qui est de plus en plus évidente. Et on a changé un peu toutes ces logiques globales. On peut voir ces changements donc, globalement et aussi plus localement avec le changement des cycles des nutriments, du nitrogène, du phosphore, du carbone. Je pense que c'est important aussi de rappeler en sachant tout ça, en sachant que ces villes sont les centres du système, aujourd'hui, système socio-économique humain, de placer ces villes dans la nature. Donc les villes, j'aime bien cette définition, les villes elles sont des socio-écosystèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Toute ville a été construite sur un système écologique de base. Donc, à la base, on a un système écologique. On construit notre système social dessus. Et donc là, dans ce système social, on construit les systèmes économiques. Donc, pour changer un peu le paradigme du développement durable que peut-être vous connaissez, donc les trois cercles que ça recouple, il faut penser les villes et les socio-écosystèmes d'une façon un peu différente. Comme en ayant un système écologique de base qui soutient toute l'existence des autres systèmes. Donc sans système écologique, il n'y a pas de système social, il n'y a pas de système économique. Donc ça nous permet de remettre un peu en question la logique d'aujourd'hui. On se déconnecte de ces systèmes écologiques, on se connecte du vivant. On n'intègre pas les vivants dans nos villes, on n'intègre pas les vivants dans notre économie. Est-ce que ça c'est soutenable ou pas? Donc, si on pense dans cette logique de socio-écosystème, on voit qu'avec cela, on ne peut pas aller trop loin. Par contre, le biomimétisme, il revient comme une nouvelle approche d'innovation, un nouveau regard dans plusieurs domaines pour nous permettre de repenser la façon qu'on travaille avec les vivants, apprendre avec ces vivants. Donc, on vient chercher dans toute l'évolution, donc dans les 3,8 milliards d'années d'évolution, on vient apprendre avec la sélection naturelle. Donc, qu'est-ce qui marche dans notre contexte planétaire? Quelles sont les grandes règles qui fonctionnent pour appliquer ça dans plusieurs domaines? Et aujourd'hui, un domaine qui se développe beaucoup, donc c'est l'application du biomimétisme, de la bioinspiration à la planification urbaine, à l'urbanisme et à l'architecture, donc la conception des bâtiments. Mais quand on dit ville bio-inspirée, ville qui intègre les vivants, ville biomimétique, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, on veut dire une ville qui va chercher dans ses modèles naturels des pistes, des solutions, qui va chercher une réintégration entre l'espace bâti humain, donc nos systèmes sociaux, et économiques avec ces systèmes écologiques. Donc on va essayer de fonctionner un peu plus en boucle, un peu plus de façon circulaire. On va se reconnecter à ces grandes règles, à ces grandes lignes directrices qu'on trouve dans les écosystèmes. Pour ajouter encore un petit concept que je trouve intéressant dans cette démarche et qu'on travaille beaucoup en consonance quand on travaille en biomimétisme appliqué à la ville, on travaille avec la notion de ville régénérative. Donc aujourd'hui, quand on parle de ville durable, de projet durable, on essaye de cibler un impact environnemental zéro. Aujourd'hui, toutes les certifications pour intégration de la biodiversité en ville, pour bâtiments durables. On va essayer donc d'arriver au zéro. Donc la régénération, c'est accepter qu'aujourd'hui, on a des impacts déjà qui dépassent la limite de la planète et qu'il faut aller au-delà. Il faut que chaque projet urbain qu'on conçoit soit un projet régénératif. Donc il vient régénérer la santé de l'écosystème de base et il vient permettre aussi la régénération de notre système socio et économique. Donc on va essayer de recoupler ces deux systèmes qui aujourd'hui n'avancent pas très bien ensemble, donc pour qu'ils avancent les deux vers des conditions, des meilleures conditions pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je reviens à la notion de système écologique. On détruit les systèmes écologiques pour bénéficier, pour créer des bénéfices à la société humaine qui est installée dans un espace urbain. L'idée dans la régénération, c'est donc de pas construire la ville en détriment de l'écosystème, mais faire les deux avancer vers des conditions de santé un peu plus intéressantes.
Donc, on parle beaucoup de la coévolution de ces systèmes. Donc, le biomimétisme, c'est un outil pour ça. C'est une façon de mettre ça en pratique. Toute cette notion, cette théorie des designs régénératifs, de mettre ça vraiment dans les terrains. Et on a plusieurs champs d'application et possibilités d'application en architecture et urbanisme. Donc, on a des opportunités, par exemple, pour travailler avec la régulation de la température. Soit la régulation de la température à l'échelle du bâtiment, soit à l'échelle du quartier ou lutte contre les îlots de chaleur. On a des solutions biomimétiques, bio-inspirées qui vont intégrer parfois à la nature, comme dans des solutions fondées à la nature. Parfois vont être des solutions technologiques qui vont apprendre comment les vivants gèrent la différence de température et appliquer ça en bâtiment. On a tout ce qui est gestion de la lumière, donc tous ces flux entrant et sortant de nos espaces, donc lumière, eau, température, chaleur. On a des nouveaux matériaux, qui sont des matériaux bio-inspirés et appliqués à nos villes. On a des techniques constructives et on peut appliquer ça dans plusieurs domaines. On peut appliquer à la mobilité, on peut appliquer au transfert d'informations qui se passe dans la ville aussi, à la gestion, à la gouvernance de nos systèmes urbains aujourd'hui. Donc là, il y a plusieurs opportunités, plusieurs champs de travail. Et je pense que c'est intéressant de regarder ça dans un axe un peu transversal et comprendre aussi les villes comme des systèmes imbriqués de plusieurs échelles. Donc chaque échelle qu'on descend, on rentre un peu plus dans les détails, mais on peut appliquer, comme j'ai dit déjà, je viens de dire, on peut appliquer des solutions à la gestion des territoires, à la gestion de la ville et à la forme de la ville, à la gestion du quartier, à la gestion du bâtiment et aussi dans l'aménagement intérieur de ces bâtiments. Donc, il y a des exemples dans tous ces domaines pour réintégrer les vivants. Et je vais vous parler spécifiquement de 3 exemples, 3 approches pour vous donner un peu de pistes, rentrer un peu dans le concret, sortir un peu de ces théories. Donc je parle de 3 projets. Les premiers, c'est à l'échelle du quartier. Il y a bien notamment des projets aujourd'hui à l'échelle du territoire et des villes entières, mais ces projets à l'échelle du quartier, il est assez intéressant et ça représente bien cette démarche de reconnexion entre les systèmes. Donc c'est un projet aux États-Unis, à Portland. C'est un quartier qui s'appelle Lloyd. Le projet, c'est un projet qui date de 2004. C'est un quartier qui existait déjà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que ça a changé dans la conception de ce quartier? La conception, la gestion de la ville, Portland, elle est engagée déjà dans la transition écologique depuis des années avec un engagement fort. En 2004, ils ont dit on veut un quartier modèle, un projet modèle pour rentrer dans une logique de transition, qu'on puisse après montrer à d'autres quartiers, à mettre en place ailleurs aussi. Et on veut aller au-delà de la pratique actuelle des réintégrations des écosystèmes et du vivant dans la ville. Donc pour commencer la conception, l'équipe d'architectes, ils ont un lien fort avec des écologues. Ils ont fait un gros diagnostic pour identifier quel était l'écosystème des bases qui existait sur ces quartiers, qui étaient déjà établis avec un usage assez mixte, donc des commerces, des bureaux. Ils ont identifié que c'était une forêt de conifères mixtes. Et donc là, ils ont parti pour mesurer et comprendre quelles étaient les logiques de cette forêt avant. Donc, ils ont identifié notamment les espèces biologiques existantes sur place, qui n'existaient plus. La quantité de couverture végétale, donc la canopée végétale, ils ont identifié que quand ces territoires étaient forêts, il y avait 90% des forêts, des couvertures végétales, et ils ont analysé tous les flux d'eau et d'énergie. Donc l'incidence solaire, combien d'énergie solaire était utilisée en tant que photosynthèse, combien était utilisé, était réflecté, combien était absorbé par les sols ou par des autres structures de cet écosystème. Et la même chose pour l'eau de pluie. Donc, combien d'eau de pluie il est disponible pendant une année, combien va être évapotranspiré, combien va infiltrer, combien va partir vers d'autres écosystèmes ou vers des rivières. Donc, avec ça ils ont chiffré la performance de ces mêmes indicateurs. Donc, c'est une quinzaine d'indicateurs pour les quartiers actuellement. Et là, on a identifié donc l'écart qui existait. Et avec cet écart, on a proposé, l'équipe de conception vient proposer une trentaine d'actions, de stratégies pour
s'est rapproché du fonctionnement de l'écosystème avant. Donc, on va trouver plusieurs typologies de solutions. On va trouver des solutions fondées à la nature, une grande majorité, donc de la revégétalisation des zones qui étaient un peu des friches, la création des parcs urbains, la création de toitures végétalisées, la végétalisation des rues, donc une standardisation des rues avec une végétalisation un peu partout, l'utilisation des noues végétalisées pour faciliter l'infiltration de l'eau, une restauration écologique du bord du fleuve qui était à côté de ces quartiers, et aussi des stratégies très technologiques donc pour améliorer la performance du quartier. Donc, des solutions technologiques pour réduire la consommation en eau et énergie des bâtiments qui sont installés dans ces quartiers. Donc, on va voir qu'il y a des solutions qui sont implantées au niveau du quartier, donc une échelle un peu plus large, donc la forme du quartier, les structures biologiques de ces quartiers, et dans les bâtiments aussi, qui sont donc une échelle un peu plus fine, mais qui vont impacter de toute façon la performance de ces quartiers à la fin. Et au niveau de l'énergie, par exemple, il y a eu tout ce que c'est aussi production d'énergie renouvelable localement, donc par des panneaux photovoltaïques et énergie éolienne. Donc, le plus intéressant dans ces projets, c'est un projet qui c'est à très long terme, donc il est toujours en mise en place, en actualisation, mais c'est un projet qui change les points de départ de la conception du projet qu'on trouve normalement dans l'architecture et de l'urbanisme. Même si on fait des diagnostics, on ne prend jamais les fonctionnements, c'est très rare qu'on prenne les fonctionnements d'un écosystème comme la base, la grille de lecture primordiale qu'on va utiliser pour la conception du projet. Donc c'est ça que l'ELOID fait, et c'est ça que d'autres projets aujourd'hui qui vont essayer de reconnecter, faire un biomimétisme à l'échelle des écosystèmes font. On comprend cette logique, on accepte ces écosystèmes comme il était avant, et on essaye de se rapprocher, de se relier, de travailler avec les ressources disponibles, de réintégrer la biodiversité qui existait avant, et faire les deux systèmes coévoluer vers des meilleures situations. Si on passe à l'échelle du bâtiment, donc pour rentrer un peu plus dans les détails, il y a un autre projet très intéressant qui c'est en France, c'est à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne. C'est un groupe scolaire de la science de la biodiversité, donc c'est un projet qui a été fait par Chartier d'Alix, c'est une agence d'architecture parisienne. Et l'idée ici, c'était de faire un projet qui sort de la tendance de chasser la biodiversité du bâtiment, qui était jusqu'à aujourd'hui présente, mais on va faire un bâtiment qui peut être colonisé par la biodiversité. Donc là, l'idée, c'était de travailler avec la colonisation des murs, donc faire un mur qui va être colonisé, qui va pas demander beaucoup d'entretien, mais on va laisser plein de place à des animaux, à des insectes, à la végétation de venir s'installer. Ces projets, il a été aussi fait avec un lien étroit avec des écologues et des biologistes, et il va s'inspirer spécifiquement pour construire ces murs dans les murs des falaises, donc comment les falaises, un écosystème des falaises fonctionne et ces structures avec cette diversité des petits espaces qui va un peu garder un peu l'humidité, qui va laisser un peu cette petite végétation se développer et créer des habitats. Donc ce projet, il y a un suivi régulier de biodiversité qui se place sur place et on a des résultats assez intéressants avec ces approches, donc de accepter et inviter la nature dans les projets. Aussi, donc là, conséquente toiture végétalisée qui est dans les projets. Et cette toiture végétalisée, elle vient aussi avec une structure écologique et écosystémique assez poussée. Donc, c'est pas une seule espèce, c'est pas un seul strate de végétation. Donc, c'est une structure un peu plus complexe qui permet d'essayer de recréer un fonctionnement écosystémique. Et finalement, pour rentrer à l'échelle encore plus petite, pour rentrer dans l'échelle de l'aménagement de l'intérieur du bâtiment, aujourd'hui, on voit beaucoup de choses concernant la biophilie, donc les biophilic design, qui est très appliqué en aménagement des intérieurs. Qu'est-ce que le design biophilique vient nous dire? Il vient nous dire que en tant qu'espèce, qu'être humain, il était toujours en lien avec des éléments de la nature, donc avec la lumière naturelle, avec les bois, avec la verdure. Et ces éléments, ils ont un impact psychologique sur notre qualité de vie assez important. Donc c'est accepter ça et intégrer ces solutions et ces logiques naturelles, ces patrons naturels dans la conception de l'aménagement. Donc on va trouver des projets. C'est un concept, c'est très appliqué
pour la conception des bureaux, pour améliorer la qualité de vie, la qualité de travail des employés. Donc on vient travailler par exemple avec une connexion visuelle à la nature, on va travailler avec des baies vitrées qui donnent de belles vues, qui laissent la lumière naturelle rentrer. Donc on a cette notion, cette perception de l'environnement naturel, des changements de la journée, de l'évolution de la lumière pendant la journée. On va travailler avec une stimulation aussi sensorielle, on va travailler avec des matériaux en bois, des couleurs, plus proches de cette palette de couleurs naturelles qu'on va trouver un peu partout. Et voilà, donc ce sont des stratégies un peu dans plusieurs échelles pour réintégrer les vivants et ces logiques du vivant aujourd'hui dans nos projets que j'avais envie de partager avec vous. Et voilà, c'est un plaisir de partager ces petites interventions. Et merci beaucoup pour votre attention. Donc merci à Eduardo qui a bien voulu donc faire l'effort de nous faire cette superbe captation justement pour vraiment rentrer dans le détail de ce qu'est la ville biomimétique. J'ai l'impression qu'il a fait une phrase. Hyper belle, hyper soignée, très précise. Quelqu'un maîtrise son sujet. C'est un expert. On va vous dérouler quelques exemples complémentaires avant de vous laisser profiter de la fin de votre soirée. Voilà, donc pour rentrer un petit peu, un petit peu plus dans les détails pour vous donner à voir des exemples qui sont en cours de développement et de recherche dans les différents domaines. On a un petit florilège comme ça qu'on va passer régulièrement, assez rapidement pour illustrer ce qu'Eduardo vous a présenté. Là, typiquement, si on s'attache à la question du confort thermique, c'est un des grands enjeux aujourd'hui au niveau du bâtiment, puisque justement, il faut économiser sur l'énergie, il faut éviter les passoires thermiques, il faut réguler tout ce qui est atmosphère au niveau des coves, donc des composés organiques volatiles, pour pouvoir dépolluer l'air intérieur. Bref, il y a toute une réflexion de fond. Et donc là, par exemple, c'était un projet de recherche qui a donc été commandité par la FRAC d'Orléans. Et l'idée, c'était donc de travailler sur donc un modèle qui est bien connu de tous, c'est les propriétés justement d'ouverture et de fermeture qu'ont les pommes de pin. Ils sont donc réactives à une humidité, une hygrométrie maîtrisée qui est quand même relativement fine. Et donc la pomme de pin, sa stratégie, elle, c'est de pouvoir s'ouvrir et de se fermer en fonction de l'hygrométrie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle veut libérer les graines et donc se reproduire, c'est sa stratégie de reproduction dans un contexte optimal. Et donc pour ce faire, le bois et donc la cellulose de la pomme de pin en tant que telle, de chacune des petites structures, s'ouvre justement à la bonne température avec la bonne hygrométrie pour libérer justement ces graines. Donc ça a été le modèle de départ. Et en fait, on est sur des systèmes passifs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'impulsion d'électricité, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit de technique, il n'y a pas de moteur, il n'y a rien du tout. Donc l'idée, c'était de s'inspirer de ce processus-là. Et donc, des ingénieurs ont mis en place justement ce système sur des panneaux de bois avec des espèces de spores, en fait, on dirait presque des chloroplastes, on dirait vraiment des cellules justement qui permettent de faire la photosynthèse. Bref, on est sur des modèles justement qui travaillent justement avec l'hygrométrie et donc qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction pour pouvoir réguler la température interne et l'hygrométrie interne. Là, on est sur un modèle toujours en vue de gagner en confort thermique. On est sur un modèle justement inspiré de la forêt et plus précisément de l'arbre, donc des arbres qui composent la forêt. Pourquoi ? Parce que l'objectif donc de ce projet-là, c'était justement dans des îlots de chaleur, quand on est dans des espaces extrêmement urbanisés, comme vous pouvez voir ici, on était sur Taïwan, si je ne dis pas de bêtises, et il y a un autre projet similaire qui est au Japon. Donc on est dans des sphères qui sont quand même assez, au niveau climatique, qui sont assez éprouvantes au niveau température. Et vous voyez qu'en fait, si on prend le schéma d'un arbre, en fait, on va avoir des créations de microturbulences avec une ventilation transversale. Tout simplement, la structure entre les branches et les feuilles de l'arbre va permettre et favoriser ce flux d'air. Donc là, l'objectif, en fait, ça a été de se focaliser sur ce qu'on appelle les fractales.
toute la structure que vous voyez en fait ici, et donc vous voyez un peu plus précisément ici, ce sont des structures qui sont triangulaires, et la fractale, bon, pour ceux qui font des mathématiques et qui sont adeptes des maths, ça n'aura plus de secret pour vous, mais autrement, la fractale, par définition, c'est une forme qui peut être multipliée à l'infini, et donc qui est toujours un triangle dans un triangle, dans un triangle, dans un triangle, et donc qui régit en fait le principe de développement du vivant et du végétal en particulier. Et donc on se retrouve avec cette inspiration-là, et des structures qui peuvent être donc des structures, là on est typiquement sur du métal et du verre, mais qui peuvent être donc posées en rénovation, soit en toiture, soit en façade, pour réguler la température, simplement donc par la création de ces microturbulences et de cette ventilation transversale, et également par la filtration des rayons solaires. Ici, alors là, on est sur un exemple qui est un peu un marronnier quand on s'intéresse au sujet. C'est vraiment le premier dont on vous parle, c'est le bâtiment inspiré de la termitière. Donc là, en fait, le truc intéressant dans une des choses intéressantes dans cet exemple-là, c'est que vous prenez les termitières qu'on a ici en photo. Typiquement, ce sont des structures de termitières qui sont africaines. On est sur des latitudes extrêmement basses, avec des températures extrêmement élevées. On va pouvoir aller jusqu'à 50 degrés en journée, tomber à 0 en pleine nuit. Et la particularité des termitières, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les termites, elles ne sont pas seules à vivre dans leur termitière, puisque les termites, pour s'alimenter, en fait, en tout cas une certaine partie des espèces de termites, ont la particularité d'être des termites éleveuses, jardinières plutôt, parce qu'elles élèvent des champignons. Permacultrice. Voilà, elles élèvent au sein de la termitière des champignons qui vont décomposer la cellulose et les fibres végétales dont elles se nourrissent. Donc leur stratégie et leur objectif, c'est de réguler la température à l'intérieur de la termitière, pas seulement pour elles, mais surtout pour les champignons, pour qu'ils puissent vivre à leur température optimale qui est de 30 degrés, 30-31 degrés maximum. Ce qui veut dire qu'il faut éviter absolument les fluctuations de température de manière drastique, aussi bien le jour que la nuit. Et donc, il y a un système extrêmement intéressant, et vous voyez, on l'a au niveau du petit schéma ici. Donc là, vous avez une coupe de termitière avec une cheminée centrale, avec très souvent un positionnement, enfin quasiment systématiquement, un positionnement au niveau d'une nappe phréatique. Et les termites creusent jusqu'à 15 à 20 cm le fond de leur termitière pour qu'elles trempent un petit peu au niveau de la nappe phréatique. Et ça a quelle incidence ? Eh bien, en fait, ça a l'incidence très précise qu'en ouvrant des percements à la base de la termitière, vraiment au niveau du sol, avec des trous de diamètre bien définis, le flux d'air qui va passer va s'engouffrer dans les trous, passer au niveau des strates les plus inférieures de la termitière et donc être refroidi via la température du sol qui est justement en contact avec la nappe phréatique, et être littéralement va repousser en fait l'air chaud qui est à l'intérieur vers la cheminée centrale, donc au top de la termitière. Donc ça, en fait, on est sur un flux naturel et donc un flux passif, puisque du coup, on a vraiment ce qu'on appelle une ventilation mécanique en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce bâtiment-là, donc, qui est construit au Zimbabwe, on est donc dans des problématiques climatiques similaires. Et là, donc, on a d'une part un matériau extérieur qui est vraiment, qui a des propriétés vraiment d'inertie thermique très importante, mais qui est construit exactement de la même manière, avec une cheminée centrale, des ouvertures en partie basse, pour que la ventilation naturelle se fasse sur le même modèle. Voilà. On sort des termites et on va sur un bâtiment là qui est vraiment de la création pure en réaction et en réponse à un challenge qui s'appelle le Living Building Challenge, qui est extrêmement drastique, avec 20 critères justement de soutenabilité dans différents domaines. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais c'est loin d'être les seuls. Et en fait, ce projet-là, donc le Bullitt Center aux États-Unis, celui-ci, il a vraiment été conçu dès en amont comme étant vraiment presque une preuve de concept, quoi. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va cocher presque toutes les cases de manière à ce qu'on ait un bâtiment passif, certes, donc impact zéro, mais l'objectif optimal et ultime, c'était qu'il soit positif.
C'est-à-dire qu'en fait, qu'on n'ait aucun impact d'aucune sorte, d'une part, et qu'on ait par contre une production possiblement d'énergie ou une surproduction d'eau qui soit possible pour justement alimenter le reste du quartier. Donc là, typiquement, en fait, le modèle qui a été utilisé, c'est le pin Douglas. Donc ils se sont inspirés de ce pin qui est vraiment typique de ces régions du nord des États-Unis, avec justement une canopée donc, qui capte le soleil comme la canopée végétale, avec 575 panneaux solaires, qui alimentent donc à 100% en énergie l'intégralité du bâtiment. Et au niveau donc des ouvertures et des façades, vous voyez que c'est extrêmement c'est très ouvert au niveau des vitrages pour avoir une luminosité maximale. Donc on parlait de biophilie tout à l'heure avec Eduardo, et donc ce bien-être justement parce que c'est du tertiaire. Donc l'idée c'est que tous les usagers et les occupants soient bien dans leur basket et bien dans le bâtiment. Et au niveau de la régulation d'eau, en fait, il y a une captation d'eau de pluie qui est optimale, et l'ensemble de l'eau de pluie alimente évidemment l'ensemble des systèmes sanitaires, ça on est relativement habitué, mais surtout est passé dans un système de filtration, de phytoépuration, de manière à ce qu'on puisse avoir de l'eau potable. Donc là, en fait, il est autonome en énergie, autonome en eau. Au niveau de la santé, donc on parlait de la lumière naturelle et des grandes ouvertures. Et au niveau des matériaux, on est sur des matériaux sans COV, donc sans composés organiques volatiles, sur l'ensemble de la structure et l'ensemble du second œuvre. Là, du coup, on est un petit peu plus sur des choses qui ont une connotation un peu plus futuriste. On est dans la culture de microalgues. Alors là, en fait, Xtu, c'est une agence nantaise d'architecture, et ils se sont un petit peu lancés dans la réflexion autour de la culture de microalgues il y a une bonne dizaine d'années maintenant. Et en fait, donc ils se sont associés avec un labo du CNRS de Nantes et AlgoSource Technologies, qui est donc un cabinet d'expertise dans le domaine. Et ils ont justement mis au point un système de culture de microalgues sur des panneaux extérieurs de façade. La difficulté de la microalgue, c'est qu'en fait, il faut d'une part qu'elle soit dans un milieu aqueux, donc il faut de l'eau, il faut de la lumière évidemment, il faut pouvoir l'alimenter en CO2 pour qu'elle puisse se développer tout simplement, et ensuite générer de l'oxygène, puisque c'est le résidu qu'elle dégage. Et en fait, il y avait un gros problème de poids en fait, sur ces structures-là au départ. Donc en fait, ils ont mis en place un système bien spécifique qui est donc relativement faible en épaisseur. On est autour de 4-5 cm d'épaisseur, avec donc une lame d'eau centrale dans laquelle rentre du CO2. Donc on injecte du CO2, donc on capte du CO2 de l'atmosphère. Ça alimente l'ensemble des microalgues, qui permettent donc de réguler la température quand c'est posé en façade, parce que du coup ça filtre les rayons du soleil. Et également, ça permet de créer de l'énergie parce que ça crée du biogaz. Et il y a même possiblement, si on se lance dans un scénario de culture de microalgues, on peut se retrouver justement avec de la matière sèche si on doit faire de la récolte de microalgues. Donc ça peut être un business assez intéressant pour ce genre de débouchés. Là, on est au niveau vraiment de l'écosystème. On en a parlé beaucoup. On a parlé du bâti jusqu'à maintenant. Là, on est vraiment sur de l'écosystémique, c'est-à-dire qu'en fin de processus et en fin de sortie de station d'épuration, la question qui se pose, c'est que les eaux, elles ont été traitées chimiquement, certes, elles ont été dépolluées dans une certaine dimension et à certains niveaux, mais il reste encore quelques produits à filtrer. Et donc là, la zone libellule a été mise en place par Suez il y a plusieurs années de ça, en phase de test. Et donc, ils ont recréé tout un système de phytoépuration avec plusieurs strates et vraiment une chronologie justement dans la progression de l'eau, et qui permet de filtrer et de finaliser de manière ultra optimale l'ensemble des eaux usées. Et donc là, vous voyez en photo vraiment ce que ça donne au-delà du petit schéma. Ça peut être aussi un espace biophilique dans lequel on se promène et dans lequel on passe un bon moment et où ça fait du bien. Il récupère l'eau en bas de la pente, c'est ça? Alors l'eau, a priori, elle n'est pas particulièrement, il elle la n'est pas nécessairement après, réexploitée, ouais. mais par contre, on sait qu'elle retourne à l'écosystème parfaitement net, quoi. Et puis là, donc c'est toujours ça peut être pris dans un petit peu sous deux spectres. Ça peut être aussi bien de la régulation thermique, parce que forcément, on est sur de l'architecture bioclimatique, puisqu'on s'occupe de l'orientation du soleil, mais ça peut être aussi dans
une question de biophilie et puis de bien-être pour habiter cet écoquartier-là. C'est l'agence In Situ, une agence architecturale de Paris, qui a donc créé en fait ces modèles, ces modélisations d'organisation d'écoquartiers sur la base de la phyllotaxie. Alors la phyllotaxie, c'est quoi? C'est la façon dont sont articulées les feuilles ou les branches d'un végétal. Vous voyez qu'en fait, on a souvent ce motif en spirale. Alors après, si on regarde vraiment dans les détails, vous allez avoir des phyllotaxies parallèles, des phyllotaxies qui vont être décalées en fonction des espèces. C'est simplement en réponse à des stratégies bien particulières parce que en fonction du degré de luminosité dont l'arbre a besoin, en fonction de son positionnement dans la forêt, il ne va pas articuler ses feuilles de la même manière. Donc, c'est vraiment une stratégie d'optimisation de la captation du soleil. Et justement, le cabinet d'architecture a travaillé sur un système de modélisation qui permet d'organiser les écoquartiers, vous voyez, pour avoir un maximum d'ensoleillement quand on regarde ici, hein, optimiser au maximum l'ensemble de l'ensoleillement pour chacune des habitations à heure donnée, et donc il y a une proportion suffisante pour chaque habitat. Et enfin, alors cette slide-là, elle devait bouger, mais elle ne bouge pas, c'est pas grave. On est sur un écosystème, alors là ça paraît un peu schématique effectivement parce que simplement c'est un système portuaire. Donc en remettant ça dans son contexte, c'est plus compréhensible de le voir modélisé comme ça. Il faut reconnaître que ce système-là, il a été mis en place dans les années 70, en 1972 précisément. On est donc sur le Kalundborg Symbiosis, on est sur une surface portuaire donc au Danemark, où il y a 9 entreprises mélangées, donc du privé et du public, qui se sont structurées de manière à ce que justement, Tariq en parlait dans la présentation, dans la vidéo, les déchets des uns soient les ressources des autres au niveau de l'énergie, des matières et des informations. Et donc la gestion de ces flux-là a été optimisée de telle manière que l'ensemble du système fonctionne en boucle fermée. Et vous avez vraiment une circulation boucle sans fin entre les 9 entités de cet écosystème-là. Et ça fonctionne depuis 1972. Donc c'est vraiment des pionniers en la matière. Ça veut dire que quand on parle aujourd'hui des smart grids ou des villes intelligentes, en 72, c'était déjà le cas. On va conclure rapidement là-dessus. Moi, je trouvais intéressant, j'avais envie de vous montrer un Bernard l'ermite, en fait, en vrai. L'objectif, en fait, voilà, de tout ce qu'on a vu, l'objectif de cette présentation, c'est effectivement de vous montrer les contours de ce qu'est le biomimétisme, les leviers d'innovation qu'il représente, le champ d'action dans lequel on peut vraiment s'inscrire, et en même temps ce changement de posture qui est absolument indispensable aujourd'hui pour vraiment mieux s'intégrer aux écosystèmes humains et naturels dans lesquels on évolue. Donc je voulais conclure en vous disant que l'idée, c'est effectivement de changer de point de vue et de modèle pour de nouveaux référentiels de l'habitabilité du monde. Alors derrière l'habitabilité du monde, il y a vraiment tous les enjeux, aussi bien sociaux, économiques, environnementaux, éthiques, philosophiques. On a vraiment cette trame de la société qui est à réenvisager, refondre ou en tout cas restructurer. Au niveau de l'habitat et donc de l'architecture, on va avoir des labels aujourd'hui, le label HQE ou le label Living Building Challenge dont vous parlez tout à l'heure avec le Bullitt Center, qui sont vraiment extrêmement exigeants, et ça veut dire que quand on veut s'y appliquer, il y a vraiment des trames déjà qui existent pour rentrer dans ces processus vertueux. Et c'est vrai qu'il y a un architecte qui disait très récemment, souvent on lui oppose le fait que les constructions responsables sont plus chères que les promoteurs du coin. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'il faudrait payer moins cher quelque chose de meilleure qualité? La question se pose. Et enfin, donc, effectivement, changer de point de vue aussi pour une nouvelle conception de notre être-monde, donc à la façon dont on transforme nos consciences et on permet la valorisation du sensible pour aller justement vers ces façons d'appréhender le monde via le biomimétisme, via l'émerveillement du vivant, via tout ce que ça a à nous apprendre. Et moi, je préfère voir un Bernard l'ermite dans un coquillage plutôt que dans un bouchon de stylo ou un bouchon en plastique. Donc, on a vraiment besoin d'arrêter d'œuvrer contre pour enfin œuvrer avec et pour le vivant.
Et une petite dédicace à Jean-David qui est ici ce soir pour avoir une discussion avec lui il y a quelques temps de ça. Effectivement, c'est aussi un moyen, le biomimétisme est aussi un moyen d'apporter une juste réponse aux justes besoins dans une juste mesure. Et je crois que justement, c'est vraiment tous ces enjeux-là et ces périmètres-là qu'il faut qu'on arrive à redéfinir ensemble pour le bien de tous. Merci Virginie. Merci à vous. Je crois qu'on a terminé.